Au sommaire de cette édition en religion au Bénin, l'artiste Didier Toglé a procédé à la dédicace de son 6e album. Actualité africaine au Rwanda, le numérique dans l'éducation dès le mois de juin 2017. La Chine a ouvert ce dimanche 14 mai 2017 à Pékin un sommet de 2 jours consacré au projet de la nouvelle route de la soie. Sport, le 2e festival des sports traditionnels turciques a ouvert ses portes à Istanbul. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information et merci de choisir The Blessing Channel. Comme annoncé dans les titres, nous ouvrons ce journal en religion au Bénin. L'artiste chanteur béninois Didier Toglé a procédé à la dédicace de son 6e album à la salle FITEB de Cotonou. L'œuvre discographique baptisée Témoignage est composée de 7 titres. Béni TV Bénin nous offre ici un compte-rendu de cette belle cérémonie. Suivons. Ce 6e album de l'artiste Didier Toglé a battu le record en termes d'innovation et de rythme. Dans cette salle climatisée du FITEB, parents, amis, invités de marque et sympathisants n'ont pas voulu se faire compter l'événement. L'album intitulé Témoignage est un mélange de 5 rythmes et comporte un message envoyé au peuple de Dieu. À travers cet album, je veux leur faire comprendre que dans la vie, il faut faire confiance en son créateur. Il faut lui être fidèle. Et c'est en cela qu'on peut recevoir sa visite, sa touche personnelle, ce qui va changer ton histoire à jamais. Et c'est ainsi que tu pourras parler de mon témoignage comme moi je suis en train de le faire aujourd'hui. Au cours de sa prestation, le chantre de l'Éternel a réussi à changer l'atmosphère de la salle. Sa venue sur scène a été précédée par différentes prestations d'artistes invités. Composé de 7 titres, l'album Témoignage a eu le soutien de certains invités de marque. Je suis venu naturellement le soutenir afin que les œuvres qu'il produit puissent impacter le peuple de Dieu, parce qu'à travers la chanson aussi, on évangélise. Mais en participant à ceci, c'est que je participe à propager la parole de Dieu partout dans le monde. Les 2 chansons qu'il a chantées aujourd'hui, vraiment mon cœur dans la joie, et je suis encore toujours dans la joie. Et je peux lui dire de bien vouloir continuer comme ça. Dieu va l'aider, il va aller encore de l'avant. Le témoignage narré dans ce nouvel opus trouve tout son sens dans ce témoignage rendu par le berger du chantre sur son fidèle. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup parce que c'est un fidèle très humble, un fidèle dévoué. Je peux dire que Didier fait partie des fidèles les plus exemplaires. Comme pour paraphraser le psalmiste, que tout ce qui respire loue l'Éternel, l'artiste Didier Toglé l'aura bien compris. Nous ouvrons à présent la page de l'actualité africaine avec le Rwanda qui prévoit d'introduire le numérique dans l'éducation dès le mois de juin 2017. Cette réforme du gouvernement rwandais a pour but d'uniformiser la qualité de l'éducation dans tout le pays. Suivons. Au Rwanda, les autorités veulent accélérer l'ancrage du numérique dans le système éducatif national. C'est dans ce cadre que l'État prévoit d'introduire le numérique dans les lycées et collèges dès juin 2017. La croissance des TIC au Rwanda stimule l'innovation dans les secteurs productifs. L'éducation est l'une des priorités de l'État dans ses objectifs de croissance économique et de développement durable. L'initiative vise pratiquement à améliorer la qualité de l'éducation, mais aussi à réduire le coût de l'éducation parce que quand on utilise le support numérique, on ne fait que développer le contenu une fois, quel que soit le nombre des utilisateurs ou des usagers, le contenu développé est le même. Donc, il y a gain en termes de coût d'investissement, de coût de l'éducation. En partenariat avec Microsoft Corporation, un géant mondial de l'informatique et de la micro-informatique, le pays va lancer dans les lycées et les universités des classes intelligentes. Ces dernières seront équipées en outils informatiques et Internet haut débit pour un système éducatif plus performant et intelligent. Si on a par exemple des enseignants spécialisés dans les domaines quelconques, vu qu'il y a accès à cette éducation à distance ou à cette facilité, un enseignant qui est placé dans une école quelconque
peut être aussi utile là où il est, mais aussi à des écoles très éloignées. Cette nouvelle réforme de l'État sur la numérisation du système éducatif concerne le secondaire et les universités. Elle s'inscrit dans la continuité de la réforme du primaire en 2015, matérialisée par la mise en œuvre du projet One Laptop Per Child, ou un enfant, un ordinateur. Direction à présent le Soudan du Sud avec la crise politique qui touche des couches vulnérables de la société. 2 millions d'enfants environ ont ainsi fui leur foyer et les organisations humanitaires ont lancé des alertes. Suivant ce reportage pour mieux comprendre. Depuis 2013, au Soudan du Sud, plus de 2 millions d'enfants ont été forcés de quitter leur foyer à la recherche de sécurité. Ils ont dû trouver refuge dans des camps de déplacés à l'intérieur du pays et dans les pays voisins. Ils sont exposés à l'insécurité alimentaire et la plupart ne suivent plus le cursus classique de scolarisation. Christine, mère de 3 enfants, n'a plus revu son mari depuis les attaques qui l'ont amenée à quitter leur ville d'origine. C'est avec supplice et douleur qu'elle affronte le quotidien avec ses enfants. At the time this thing happened, I began to run with my daughter. This one in my back. If he's there or not, I don't know. Maybe they kill him because those people, they gun many people there. Enceinte et déjà mère de 2 enfants, Christine Achan a quitté son foyer pour trouver refuge en Ouganda après une attaque sur la ville de Pajok. Elle a marché pendant 2 jours dans la brousse. En chemin, elle a donné naissance à son bébé à Gwesh Varsity, à la frontière de Ngomoromo. Aujourd'hui, c'est une mère brisée, fragile, qui rêve d'un avenir meilleur pour ses enfants. God even help me. For a short period of time, I deliver baby, daughter. La guerre civile dans ce pays producteur de pétrole a commencé lorsque le président Salva Kiir a limogé son adjoint Riek Machar en 2013, 2 ans après que le pays ait proclamé son indépendance du Soudan voisin. De nombreux réfugiés du Soudan du Sud ont fui vers l'Ouganda, le Kenya, le Soudan ou l'Éthiopie depuis le début de la guerre civile dans ce pays. L'actualité internationale à présent avec la France. L'annonce s'est fait attendre, elle est désormais officielle. Édouard Philippe va quitter le Havre pour s'installer à Matignon. Le maire de la ville de Normande a été nommé Premier ministre par le président français Emmanuel Macron. C'était ce lundi 15 mai 2017. Un choix important en vue des élections législatives pour juin prochain. Octobre 2010, Antoine Ruffnac démissionne et confie les clés de la mairie à son jeune adjoint. Édouard Philippe a alors 40 ans et les Havrais découvrent le visage de leur nouveau maire. C'est un vrai plaisir de rencontrer tout le monde, d'abord pour me présenter, parce qu'il y en a évidemment beaucoup qui ne me connaissent pas, et puis aussi pour dire que j'apprécie ce qu'ils font et pour donner un petit peu quelques directions sur ce qu'on va faire à l'avenir. Un homme au parcours scolaire exemplaire, Sciences Po, puis l'ENA en 95 où il montre déjà les signes d'une conscience politique. Quand les élites renonçaient à leurs responsabilités, quand elles démissionnaient, un grand pays comme la France pouvait s'écraser, pouvait s'effondrer. Avocat, il fait ses premiers pas en politique au Havre en 2001, se lance dans les législatives en 2002 et affiche déjà une détermination et un avis bien tranché. Les électeurs ont exprimé un vote. Moi, je ne suis pas d'accord avec le choix qu'ils font. Il faut leur expliquer que les solutions que je propose sont les bonnes. Un caractère qui va taper dans l'œil d'Alain Juppé. Il l'engage comme secrétaire général de l'UMP. Il y apprendra les rouages de l'appareil politique, une expérience qu'il met à profit au Havre dans sa mairie où il impose son style décontracté. Partout où je travaille, je mets de la musique. C'est comme ça. Ça m'aide à me concentrer. Donc. Amateur de boxe, auteur de polar, il engage un plan lecture, sa mesure phare et une manière très habile de séduire l'électorat de gauche. Et je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Édouard Philippe. En 2014, il mène la campagne des municipales tambour battant, très bon orateur. Il se révèle aussi fin stratège. Engager un plan lecture qui a été reconnu, d'abord par les Havrais, ensuite au niveau national, et qui a valu des distinctions au Havre. Merci à vous. Une politique de centre-droit qui séduit les électeurs puisqu'il est réélu dès le premier tour. Homme de réseau et juppéiste de la première heure, il est le porte-parole du candidat aux primaires de la droite. Après la défaite de son mentor, il confiait vouloir se consacrer entièrement à sa ville. Le président Macron en a décidé autrement.
Toujours en France, au lendemain de sa prise de fonction, le nouveau président français Emmanuel Macron a décidé de rencontrer la chancelière allemande Angela Merkel pour son premier déplacement officiel à l'étranger. Euronews interroge par Daniel Gross, directeur du Centre d'études de politique européenne à Bruxelles, sur cette page des relations entre Paris et Berlin. Reportage. Avec un nouveau président en France, la relation franco-allemande écrit une nouvelle page de son histoire. Nous avons interrogé Daniel Gross, directeur du Centre d'études de politique européenne, sur les liens à venir entre Paris et Berlin. Le gouvernement allemand sait qu'il doit montrer sa bonne volonté au nouveau président français et qu'il doit le soutenir en matière de politique intérieure. Et le gouvernement allemand est actuellement issu d'une coalition. Il y a deux âmes dans cette coalition. L'une est plus ouverte aux propositions françaises, l'autre moins. Emmanuel Macron évoque déjà un budget de la zone euro. Le gouvernement allemand est-il le bon partenaire ? Il n'est pas très clair si Emmanuel Macron veut un budget pour la zone euro ou pour l'Union européenne. Mais la plus grande difficulté n'est pas tant entre la France et l'Allemagne, parce qu'il y a un autre grand pays dans l'Union européenne, l'Italie, qui rencontre des difficultés fiscales, qui rencontre plus de problèmes fiscaux que la France. Donc, alors que la France et l'Allemagne pourraient parvenir à un accord, elles doivent d'une certaine façon entraîner l'Italie et cela pourrait être très, très difficile. En matière de sécurité, comment l'Allemagne et la France, avec son nouveau président, vont travailler ensemble ? La sécurité est en fait le dossier où un accord serait le plus facile à conclure, car ce n'est pas un domaine où l'Allemagne est en position de force et la France en position de faiblesse, c'est un petit peu l'inverse. La France est davantage moteur car elle a une longue tradition et elle détient des armes nucléaires. Plusieurs pays victimes d'une cyberattaque de grande ampleur. Une attaque informatique a touché une centaine de pays. Un logiciel malveillant a été introduit dans les systèmes et les experts sont à l'œuvre pour circonscrire cette menace. Les suites de la cyberattaque qui a touché une centaine de pays. Le logiciel malveillant va-t-il continuer à se propager ou est-il en train d'être circonscrit? Les experts se veulent prudents. En tout cas, il a réussi à infecter de nombreuses entreprises et organisations à travers le monde. Le service public de santé britannique a ainsi été touché. Le Centre national de cybersécurité travaille actuellement avec toutes les organisations qui ont été affectées ici au Royaume-Uni. Et à l'avenir, nous allons veiller à ce que ce centre de cybersécurité puisse continuer à conseiller et à soutenir ceux qui en ont besoin, comme c'est le cas pour cette attaque particulière. Parmi les victimes de cette attaque d'une ampleur inédite figurent le constructeur automobile français Renault, la compagnie de télécom espagnole Telefonica ou encore des banques russes. Le gouvernement russe a décidé de transférer tous nos ordinateurs publics sur des systèmes d'exploitation nationaux. Et tant que ce transfert n'aura pas été terminé, nous restons en proie à des menaces. Apparemment, le logiciel s'installe sur les ordinateurs, bloque les fichiers et force les utilisateurs à payer une rançon. Les autorités conseillent de ne pas payer de rançon aux pirates informatiques. À Antofagasta, prospère ville minière du nord du Chili, des habitants de cette ville se battent pour obtenir la relocalisation du port industriel, responsable selon eux d'une grave pollution dans ce pays. Un nouveau sujet de préoccupation sanitaire dans une ville déjà secouée par plusieurs scandales d'intoxication. Reportage. Jacqueline a vécu 5 ans dans cet immeuble d'Antofagasta, au nord du Chili. Ses fils jouaient souvent sur cette terrasse. Mais chaque fois qu'ils allaient y prendre l'air, ils s'exposaient à cette poussière noire. Un mélange toxique d'au moins 16 métaux lourds qui se retrouvent aujourd'hui dans l'organisme de ces enfants. Il y a une sentence de mort sur ma famille. Il n'y a aucun moyen de revenir en arrière avec l'accumulation de métaux lourds. Ils sont là et ils vont rester. Et ils se transmettront à nos enfants, à nos petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc. En cause, le port industriel tout proche, où transite le concentré de cuivre qui fait la richesse de la région. Les particules de métal, transportées par le vent, se retrouvent sur toute la côte. Condamné à une amende d'1 300 000 $ pour pollution, le port devait pourtant améliorer ses pratiques. Mais pour les associations qui défendent les droits des citoyens, ce n'est pas suffisant. Le port doit être déplacé à l'extérieur de la ville.
un souhait qui a peu de chances de se réaliser. Nous voyons que la classe politique dépend beaucoup du pouvoir économique ici. Elle en a très peur et préfère sacrifier Antofagasta plutôt que d'empêcher le Chili de gagner de l'argent. Ville dédiée à l'activité minière, les habitants d'Antofagasta jouissent en effet d'un revenu bien supérieur à la moyenne nationale. Mais cette richesse a un prix. Dans les années 60, de grandes quantités d'arsenic dans l'eau potable ont empoisonné toute une génération. Aujourd'hui, le cancer du poumon y tue 2 fois plus que dans le reste du pays. Toute cette génération a ses problèmes de santé. Et bien qu'ils aient les revenus les plus élevés, ils ont aussi la plus faible espérance de vie du Chili. Désormais installée dans un autre quartier, Jacqueline se demande quelles seront les conséquences réelles de cette pollution sur ses enfants. Les effets d'une exposition aux métaux lourds pourraient prendre des décennies avant de se manifester. Politique au Venezuela où l'opposition est d'autant plus remontée qu'en pleine crise politique, Nicolás Maduro, le président vénézuélien, a décidé de modifier la constitution. Une véritable déclaration de guerre pour ses opposants qui craignent que la future constitution ne restreigne leurs droits. Nouvelle journée de violence dans les rues de Caracas au Venezuela. Samedi, par milliers, les opposants au gouvernement s'en sont pris aux forces de l'ordre qui ont répliqué en lançant des gaz lacrymogènes. L'opposition est d'autant plus remontée qu'en pleine crise politique, le président vénézuélien a décidé de faire modifier la Constitution. Samedi, Nicolás Maduro a de nouveau accusé le chef de l'opposition de tout mettre en œuvre pour déstabiliser le pays. J'accuse Julio Borges pour toutes les violences, dit-il, pour tous les morts et les atrocités qui ont eu lieu dans le pays et pour son appel à la violence. Le Venezuela traverse une crise politique sans précédent sur fond de grave récession économique. Les blocages des grands axes routiers sont devenus quasi quotidiens. En 6 semaines, le bilan des affrontements commence à devenir très lourd. Au moins 38 personnes sont mortes et des centaines de manifestants ont été blessés. Parlons à présent de l'Asie, précisément la Chine qui a lancé en grande pompe ce dimanche un grand sommet international sur la nouvelle route de la soie. Plus d'éléments et de détails dans ce reportage. 65 pays invités représentant 60% de la population et le tiers du PIB mondial. À l'heure où l'Amérique de Donald Trump se replie sur elle-même, la Chine de Xi Jinping se positionne comme le chantre du libre-échange. Avec ce projet pharaonique, ressusciter l'antique route de la soie. Au cours des 2 prochains jours, j'espère qu'en nous engageant à des échanges de points de vue, nous contribuerons à poursuivre le projet Une ceinture, une route. Un projet de ce siècle pour pouvoir apporter des bénéfices aux gens à travers le monde. Mais aussi et surtout replacer la Chine au centre du marché mondial. Pour cette route de la soie des temps modernes, il va falloir construire des ports, des ponts, des routes et des voies de chemin de fer du Pakistan au Bangladesh, du Kenya à Djibouti. Un gigantesque programme d'investissement en infrastructure de 1000 milliards de dollars sur 5 ans. Au final, ce sont 2 ou 3 routes de la soie terrestre et maritime qui relieront 3 continents, l'Asie, l'Europe et l'Afrique, de l'Est de la Chine, à Londres. Nous sommes prêts à travailler avec tous les pays partenaires de cette initiative pour en assurer le succès et produire des emplois, de la croissance et de plus haut niveau de vie. Cela doit être notre ambition centrale pour tous nos citoyens. Un projet tentaculaire qui inquiète et qui pourrait rencontrer quelques obstacles. Par exemple dans certains pays en conflit, sans oublier les ambitions concurrentes de la Russie ou de la Turquie. Mais rien d'incontournable, semble-t-il, pour la Chine et son carnet de chèques. Nous restons toujours avec la Chine qui a ouvert ce dimanche 14 mai à Pékin un sommet de 2 jours consacré au projet de la nouvelle route de la soie. La deuxième puissance économique mondiale aspire désormais à ressusciter l'antique route de la soie. Ouvrir la voie aux nouvelles routes de la soie, c'est l'ambition de la Chine avec le sommet qui s'achève ce lundi. 29 dirigeants y ont assisté, comme le russe Vladimir Poutine ou le turc Recep Tayyip Erdogan, mais peu de représentants occidentaux. Au total, 65 pays sont impliqués. À travers des projets ferroviaires, portuaires ou énergétiques, la Chine entend consolider ses relations commerciales en Asie, en Europe et en Afrique.
À une époque où les pays sont interdépendants et où des menaces mondiales surgissent constamment, aucun pays n'a la capacité de se protéger seul ou de résoudre seul les problèmes auxquels doit faire face le monde. Venus à Pékin sans toutefois participer au sommet, le vice-président de la Commission européenne Jyrki Katainen relativise l'ouverture chinoise, libre à elle d'étendre son influence, mais encore faut-il qu'elle laisse les entreprises étrangères accéder pleinement à ces marchés. Pour concrétiser ce que le président Xi Jinping a annoncé, il faut accélérer les négociations sur les investissements et aboutir dès que possible. La Chine a prévu de débloquer à elle seule plus de 800 milliards d'euros pour investir dans 900 projets. Une façon pour le géant asiatique de sécuriser son approvisionnement en matières premières et l'acheminement de ses produits vers ses principaux marchés. Nous terminons ce journal en parlant de sport. Le deuxième festival des sports traditionnels Tursit a ouvert ses portes à Istanbul, en Turquie, visant à célébrer le passé ottoman de la Turquie après des décennies d'occidentalisation. Reportage. Des chevaux lancés au triple galop pour ramasser une carcasse de mouton et la jeter dans le camp adverse, ou encore des joutes équestres où l'ennemi est visé par un javelot. Des sports brutaux venus du fin fond de l'Anatolie et de l'Asie centrale, terres ancestrales des Turcs. Aujourd'hui, lors de ce festival des sports turciques à Istanbul, ils sont mis à l'honneur avec un objectif politique, enflammer le patriotisme turc. À dire vrai, le cheval fait partie du turc. Il faut l'expliquer aux gens. Nos ancêtres disent « un clou sauve un sabot sauve un cheval sauve un héros, et un héros sauve une patrie ». Bien plus qu'un festival folklorique, cette gigantesque manifestation s'inscrit dans un effort global piloté par le président Erdogan. L'idée, célébrer le passé ottoman de la Turquie et rompre avec des décennies d'occidentalisation. Le patriotisme aujourd'hui, en Turquie, ne regarde décidément pas vers l'Europe. Nous, le peuple d'Anatolie, nous avons une histoire culturelle très riche. Des Balkans à l'Asie centrale en passant par l'Afrique du Nord, nous avons des origines communes. Nous avons des frères avec qui nous partageons une géographie culturelle. 600 athlètes sont réunis pendant 4 jours et 1 million de visiteurs turcs sont attendus. À l'honneur, les sports guerriers qui étaient pratiqués sous l'Empire ottoman, comme le tir à l'arc traditionnel. Depuis quelques années, les clubs font le plein de jeunes volontaires nourris aux séries télévisées à la gloire de l'armée ottomane. Même constat pour les lutteurs traditionnels qui voient avec fierté les aides publiques augmenter depuis quelques années, avec un effet certain. Au dernier championnat d'Europe, nous avons signé un record historique en remportant 5 médailles d'or. La puissance passée des Turcs est en train de ressurgir partout. Une puissance passée pendant laquelle l'Empire ottoman a régné en maître des Balkans au pays du Golfe. Un retour en force comme un pied de nez à l'Europe, à laquelle l'adhésion n'a jamais semblé plus éloignée pour les Turcs. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Vous pourrez trouver ce journal sur notre site internet. Mon tweet de programme sur le Blessing Channel. Dieu vous bénisse. À bientôt.